Alors non, on n'est pas au tribunal, on est chez Isabelle et je peux vous dire que depuis que je suis arrivée, on a tout de suite plongé dans dans les dossiers brûlants. J'ai déjà appris plein de choses passionnantes. Alors Isabelle, en faisant des recherches sur vous, j'ai constaté que les portraits que les journalistes ont écrits sur vous, les plus anciens, parlaient d'une juge procédurière, rigide, sans état d'âme. Et alors quand on lit les portraits d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Là on parle d'intelligence, de finesse, de bienveillance. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous êtes ramolli avec l'expérience ou est-ce que vous vous êtes bonifié? Alors en fait, je pense que je n'ai pas changé. C'est simplement le regard des autres, bon, par le biais des articles de presse. Il faut bien voir que les premiers articles où on me décrit sous ce jour si favorable concernaient mon activité comme juge d'instruction, qui forcément était secrète. Et donc ce qui sortait de mon cabinet d'instruction, c'était les commentaires des mises en examen de leurs avocats qui cherchaient à faire prospérer leur thèse face aux interrogatoires qu'ils venaient de subir, parce qu'effectivement, un interrogatoire est tout à fait désagréable, je le conçois tout à fait. Donc c'est ça qui a changé simplement, c'est que maintenant tout le monde peut me voir lors des audiences publiques, m'entendre, et donc bah, c'est peut-être la vraie Isabelle qui apparaît. Du coup, vous évoquez souvent, quand vous parlez de votre carrière, des attaques contre vous. C'est quand même un sacré sacerdoce hein, d'être juge finalement. Oui, c'est-à-dire que c'est d'abord enfin moi je n'ai pas cherché les attaques, hein, j'ai été même très très surprise des premières, tout en sachant que j'instruisais, puisque c'était lorsque j'étais juge d'instruction, des dossiers sensibles. J'imaginais quand même que mes partenaires habituels, les avocats et puis certains magistrats resteraient dans les clous. Et ma grande surprise a été, d'une certaine manière, des trahisons dans le cadre de ces dossiers d'instruction. Donc en fait, je ne m'y attendais pas. Et puis après, bah, il faut faire face. Donc on va pas, en tout cas moi, il n'a jamais été question de partir et de déserter. Très simplement, par exemple, quand j'avais un dossier avec des centaines de mises en examen de personnes que j'avais fait placer ou placer en détention provisoire, il était hors de question que je quitte le bateau en disant, écoutez, j'en ai assez, et parfois j'en ai eu assez. Et puis je laisse tomber. Et voilà, donc il y a un devoir aussi qui est de continuer ce qu'on a commencé et puis de rendre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi, mais de statuer en connaissance de cause, parce que laisser ce genre de dossier derrière soi, c'est de la lâcheté. J'imagine qu'il y a souvent dans votre parcours des prévenus qui ont ressenti par exemple de la haine envers vous. Est-ce que vous, en tant que juge, ça vous arrive de ressentir des sentiments aussi forts, par exemple la haine ou même la tendresse à l'égard d'un prévenu? Est-ce que ça vous arrive ça? La haine, jamais. Même dans ma vie privée, bon, c'est quelque chose qui m'est heureusement étranger. Non, parfois je suis énervée par l'attitude d'un prévenu, mais en général, ce sont des prévenus qui sont eux-mêmes protégés, qui sont des personnes avec une bonne défense. Voilà. Je comprends toujours la personne énervée à la limite de l'agressivité ou de la menace, hein, qui est seule face à des accusations, même s'il s'avère coupable au final. Donc ça, je ne réagis pas là-dessus. Et j'ai rarement eu des réactions personnelles. Et si c'est le cas lors d'une audience, je suspends l'audience pour respirer un peu. Parce qu'il arrive qu'un torrent de haine de l'autre côté puisse être perturbant quand même dans un interrogatoire. Donc toujours ramener le calme en soi-même. Et dès que je sens l'énervement me gagner, je pars, enfin je suspends. Par contre, l'attendrissement, oui, ça arrive, hein. Ça arrive parce qu'il y a des destins brisés qui arrivent devant le tribunal, que ce soit des prévenus ou des parties civiles. C'est parfois difficile de lutter contre un flot d'émotions, des larmes, un effondrement, ça arrive. Donc on peut être ému sans aller forcément vers le fourvoiement dans la décision qu'on prend. Donc nous sommes des êtres humains et c'est ce qui fait la beauté de la justice. Donc ça, il faut pas lutter contre. En fait, la subtilité de votre rôle de juge, c'est d'arriver à toujours rester sur le fil du rasoir de l'impartialité, en fait. Si une émotion vous gagne, elle peut mettre en danger votre impartialité.
Oui, mais c'est l'intérêt de la collégialité dans ces dossiers-là. Nous sommes 3 magistrats et quand on délibère ou aux suspensions d'audience, on parle, hein, voilà. Donc on met à distance aussi, parce que la parole met toujours à distance. Je peux même le faire à l'audience, hein, je veux dire, ça, on peut prendre de la distance à l'audience, le dire à la personne qui est en face. Et je dirais que l'impartialité, c'est, un devoir, une obligation et que ça se travaille, hein. C'est parfois difficile, dans certains dossiers, c'est vrai. Quand il y a une grande pression, médiatique et populaire dans certains dossiers, ça peut être, difficile. Je conçois que de l'extérieur, les gens soient un peu incrédules sur cette, capacité. Mais bon, avec de l'expérience et puis surtout la volonté de rester impartial, on y arrive parfaitement, hein. Ça devient une seconde nature. Est-ce que vous avez des outils pour que cette seconde nature soit solide? Est-ce que, je sais pas, vous faites de la méditation, des trucs comme ça, des trucs de développement personnel, ou c'est vraiment pas du tout votre truc? Alors, c'est pas mon truc parce que je suis quelqu'un d'assez dynamique, donc j'ai du mal à me poser. Et puis, non pas que je dise que les gens qui méditent ne le sont pas, mais bon, j'ai un peu de mal avec ça. Non, j'ai un mode de vie très simple, voilà. Donc, je me ressource effectivement essentiellement auprès de mes proches. Et puis, je lis beaucoup, j'écoute de la musique, voilà. Donc, c'est surtout cette capacité à l'impartialité, ce travail d'abord par une connaissance voulue, parfaite des dossiers, donc beaucoup de travail, ce qui permet de régler tous les autres problèmes de manière simple, hein. Voilà, quand on a le socle du travail dans le détail, on arrive à l'audience avec cette capacité à affronter bah, les passions et puis à prendre de la distance. Quand on vous confie une affaire qui est très médiatique et dont vous savez qu'elle sera très médiatisée, est-ce que vous vous dites ah chic, je vais au charbon? Ou est-ce que au contraire vous dites ah c'est pas vrai encore une? Bah, c'est en fait, c'est ni l'un ni l'autre, hein. C'est, d'abord, bon, les répartitions de dossiers sont, aléatoires quand même, hein. Donc, il y a voilà, on décide entre nous, en fonction de nous sommes 4 présidents, donc on décide entre nous qui peut prendre cette affaire. Hem, L'aspect médiatisation, moi, n'est pas un aspect que je prends en considération. Voilà, donc j'ai pas de, c'est ni un problème, ni un espoir, ni une gratification. C'est vraiment à côté. J'irais presque, par exemple, pour la dernière affaire médiatisée que j'ai pu présider, il y a des problèmes techniques à régler, matériels, donc je fais, voilà, avec l'aide en général très très efficace des services du tribunal et des magistrats qui s'occupent de ce genre de procès extraordinaires, je dirais. Et puis, bah, ça se règle comme ça. Après, quand, entre guillemets, j'arrive à l'audience et on pourrait dire je rentre en scène, dans le quart de seconde qui suit, j'oublie la médiatisation. Ça n'est pas du tout un critère. Voilà, c'est pas du tout un critère de fonctionnement. Ça n'existe pas. Donc, c'est ni un soulagement, ni un espoir, ni quoi que ce soit. C'est un paramètre d'une affaire, c'est tout. Alors là vous venez d'utiliser l'expression je rentre en scène. Est-ce qu'un bon juge, c'est un juge dont le personnage au tribunal lui ressemble? Alors moi, j'ai appris quelque chose d'une collègue juge d'instruction, parce que bon, dans ma carrière, j'ai été au parquet, hein, à Lille et à Paris, et puis j'avais toujours voulu devenir juge d'instruction. Et cette collègue qui m'a aidée à aborder cette fonction-là m'avait dit, il faut toujours que tu restes vrai. Et en fait, bah, c'était un peu le sens de ma personnalité, et je suis toujours vraie. Quand je dis que je rentre en scène, c'est que le tribunal, bon, il y a une certaine formalité, une formalisation du comportement. On sonne, le tribunal arrive, la solennité s'installe quand même. Et je tiens à ce qu'elle soit là, puisqu'elle permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, de mettre de la distance aussi, et donc de l'impartialité. Donc le rôle qui est joué là, c'est aussi le justiciable qui voit ses juges arriver avec ce décorum que certains peuvent juger ridicule, mais qui met cette barrière et cette possibilité pour les gens aussi de s'exprimer dans le calme. Je trouve que tout ça est très nécessaire. Euh, donc être vrai, je suis toujours vrai dans mes interrogatoires, je dis ce que je pense, je réagis, je supporte parfaitement l'humour quand il y a lieu d'y avoir de l'humour, puisque moi j'en fais preuve quand évidemment
C'est possible. Donc, cette relation qui, parfois peut énerver, certains auxiliaires de justice, j'y tiens beaucoup, avec les prévenus ou les parties civiles. Une relation directe avec les juges, hein, bah, pour mes assesseurs aussi. C'est extrêmement important. Et donc, la personne à laquelle il parle, bah, c'est la présidente de la chambre, mais c'est aussi moi, hein. Donc je ne cache rien de mes sentiments quand je réagis à un propos tenu par un prévenu. Je trouve ça très important de rester vrai. Je vais vous montrer une photo, Isabelle. Vous allez me dire si vous la reconnaissez. Qui est-ce? Ah ben c'est Simone Signoret. Dans quelle série? Ah, c'est dans Le Juge, Madame le Juge. Oui, oui. Ouais, j'avais adoré ça. Vous aviez quel âge quand vous aviez vu cette série télévisée? Je crois que j'avais 12 13 ans, quelque chose comme ça. Oui, oui. Non, vraiment, je la trouvais extraordinaire. D'abord, c'est une actrice que j'aime beaucoup, une femme que j'aime beaucoup. J'ai bien sûr lu ses livres. Et puis dans cette série, bah, c'était exactement la conception que j'avais du juge d'instruction, sans jamais avoir fréquenté quelques magistrats que ce soit, hein. C'était bon, cette volonté de chercher et puis de trouver la vérité. Voilà, donc en ce moment, enfin depuis quelques années, on parle de vérité judiciaire, vérité, etc. Je pense que la vérité, elle existe, hein. C'est pas parce qu'on apprécie les sentiments, quand on est juge, qu'on juge en fonction aussi des éléments de personnalité, que la vérité n'existe pas. Donc, juge d'instruction, c'est un métier formidable, hein, que j'ai adoré exercer, mais vraiment. J'en suis partie pour des tas de raisons liées au dossier que j'instruisais évidemment, mais j'ai appris tellement de choses, hein, tellement de choses. Et elle était l'exemple de la femme libre, voilà, ce qui est quand même un but pour une femme, d'être libre. Vous avez l'impression d'y être arrivé? Est-ce qu'on peut être juge d'instruction et libre? Est-ce que c'est facile d'être libre quand on est juge d'instruction? Non, c'est très, très compliqué. Être un magistrat indépendant, ça m'a jamais posé de difficultés. Ça a même énervé beaucoup de gens. Mais être une femme libre, oui, ça a été dur parce que les attaques que j'ai subies tout au long des années étaient, ben, en fait, essentiellement parce que j'étais une femme, hein, donc sans être MeToo de manière décalée. Mais bien sûr, tous les propos très sexistes dont j'ai été affublée. Sur votre rouge à lèvres, sur votre Surtout, corps, sur plein de voilà. choses. Oui, oui, surtout ça. Hystérique aussi. Hystérique, oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'à force de diffuser des mensonges et puis ce genre de qualificatifs et de noms d'oiseaux, tous les gens ont fini par y croire et pendant quelques années, les magistrats, collègues qui venaient siéger avec moi en correctionnel, après disaient, mais enfin je comprends pas, tout le monde m'avait dit que tu hurlais à l'audience, etc. Enfin, ça n'est jamais arrivé. Je n'ai j'ai jamais piqué de crise d'hystérie à l'audience. Il m'est arrivé de hausser le ton face à des comportements de prévenus, de partie civile parfois, ou d'avocats qui se tenaient très mal et qui parfois agressaient les autres, etc. Donc évidemment, c'était mon rôle, mais jamais, enfin vraiment, hein, Et donc voilà, il y a un faux portrait qui a été fait de moi. Bon, bah, c'est toujours la même chose, hein. C'était pour personnaliser, mieux m'attaquer et puis me faire faiblir et me pousser à la faute. Donc voilà, bon, c'était une technique comme une autre. C'est dur, hein. Oui, c'est dur. Alors, comme on le dit toujours, mais c'est vrai, personnellement, j'avais les capacités pour me défendre, même si des accusations m'ont particulièrement blessée, comme celle d'antisémitisme, hein. Donc ça a été extrêmement difficile. Ça, c'était dans l'affaire du Sentier que Oui, vous dans jugiez. dans les deux affaires du Sentier, oui. Ça a été très violent. Ça m'a atteint, oui, vraiment, hein. C'était compliqué à supporter. Heureusement, j'ai des amis et parfois des avocats de la communauté qui sont venus me soutenir. Et ça, je ne l'oublierai jamais. J'ai toujours des relations avec eux, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est surtout la famille, les proches. Voilà, c'est très, très difficile. C'est très difficile pour eux parce ils savent qui vous êtes. Donc, ce décalage-là, il est compliqué. Alors, vous êtes né à Lille et vous avez travaillé en tant que juge à Paris et à Nanterre. Vous avez pénétré des réseaux, alors vraiment des réseaux politico-financiers, des réseaux de blanchiment d'argent, des réseaux terroristes. Quelle vision vous avez de l'Île-de-France? C'est quand même un endroit particulier, non? Ah oui, c'est un endroit particulier. Bon, d'abord, j'ai exercé dans le 92, enfin, à Paris, puis le 92.
92, c'est quand même très particulier. Donc c'est un département très riche, même le plus riche de France, avec une population qui y réside, aussi des grandes entreprises. Donc c'est vrai que l'expérience comme juge d'instruction du pôle financier quand je suis arrivée à Nanterre m'a énormément servi. Et donc l'Île-de-France, oui, c'est un concentré de résidents riches, c'est des conseils généraux, des instances régionales sur lesquelles on a travaillé à Nanterre et puis avant à Paris. C'est aussi Paris, le pouvoir exécutif. Voilà, donc on rencontre effectivement un panel de personnalités, de mise en examen, puis de prévenus particuliers. Pour rester sur le sujet de Paris, il paraît que vous avez un lien un peu particulier au bâtiment du patrimoine. Il paraît que vos enfants vous disent laisse tomber les journées du patrimoine, tu peux pas y participer. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup perquisitionné quand j'étais juge d'instruction. Et en fait, j'ai perquisitionné à peu près tous les lieux de pouvoir, sauf l'Élysée et Matignon. Voilà, mais j'en tire aucune gloire. C'est assez compliqué d'ailleurs pour le faire discrètement. Voilà, parce que je considère que tous ces actes qui sont extrêmement intrusifs par construction, il faut que ce soit fait dans la plus grande discrétion. Donc, bon, il m'est arrivé dans un dossier d'instruction de choisir un jour particulier pour pouvoir perquisitionner en sachant qu'il y aurait très peu de monde, ce qui a été le cas. Personne n'a vu que j'avais perquisitionné et c'est très bien ainsi. Voilà. Donc discrétion, intelligence, impartialité et être soi-même, en fait, en gros. C'est un peu ça les qualités d'un juge, si j'ai bien compris. Oui, j'en rajouterais deux autres qui représentent la même chose. C'est que d'abord, il faut aimer l'autre. Voilà, c'est pour avoir cette capacité d'aimer l'autre, même le pire des pires. Voilà, c'est cette capacité d'amour des autres. Et vraiment comme première qualité pour être un juge, comme moi je le conçois en tout cas, c'est le respect. Voilà, le respect, quelle que soit la personne qui est en face de vous, même si elle ne vous respecte pas. Et ça, c'est un fondamental. C'est un fondamental qui rejoint aussi l'impartialité, parce qu'à partir du moment où cette question ne se pose même pas, c'est-à-dire que l'autre est forcément respecté, vous êtes forcément dans la distance qui vous permet de juger en toute impartialité. Merci beaucoup Isabelle d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous en prie.